Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Une vie de liberté. Je suis Tony, entrepreneur, marchand de biens et investisseur. Auparavant chef d'entreprise, prisonnier d'une belle rat race, ce métro, boulot, dodo infernal, j'ai fait un burn-out en 2012 qui a tout remis en question. Je voulais changer de vie, pour tout simplement vivre, avoir du temps pour profiter de ma famille et de mes proches, voyager et faire au quotidien une activité riche de sens. Grâce à mes investissements, j'ai réussi à atteindre l'indépendance financière en 2018 et depuis 2019, je partage ma passion de la liberté tous les 15 jours sur ce podcast et dans tous mes contenus. Je parle beaucoup d'argent et d'investissement, mais aussi de développement personnel avec parfois une pointe de philo, de dépassement de soi et surtout de cette belle, chère et tendre liberté. Parce que même si l'argent est indispensable pour être libre dans ses poches, je suis convaincu que la liberté ne vaut rien si l'on n'apprend pas d'abord à être libre dans sa tête. Et si d'aventure vous désirez aller plus loin avec moi, je vous propose des livres, des coachings, des voyages entre investisseurs ainsi que des programmes de formation en ligne pour vous permettre d'accélérer votre route vers la liberté. Et si vous voulez un avant-goût de tout ça, je vous ai même préparé une formation complète de plus d'1h20 totalement gratuite qui s'appelle les 4 piliers de l'indépendance financière et elle a déjà été téléchargée plus de 1500 fois. Elle réunit et elle explique tous les leviers que j'ai utilisés et que j'utilise encore pour vivre cette belle liberté au quotidien. Tout ça est disponible sur notre site www.abinvest.net ou alors en description de cet épisode. Et c'est avec un grand plaisir et un peu d'émotion que je vous retrouve pour ce nouvel épisode. Pour le dernier, je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais le dernier dans les anciens bureaux, voilà, en face derrière, vous avez le décor encore qui n'a pas bougé et devant moi, c'est des cartons de partout. Donc... Voilà, il y en a de partout. Mais voilà, on va commencer, comme je le fais tous les 15 jours, en remerciant tous les gens qui m'ont écrit suite au podcast de la dernière quinzaine. Un grand merci à Clément, Gérald, Marceau, Nori, Titou, Elian, Margot, Mouna, Pierre-Antoine et Nico. Nous sommes 5948 sur YouTube, les 6000 approchent vraiment et grand moment, 500 notes sur Apple Podcast, 5 notes de plus dans la semaine. Merci infiniment à tous. Ça fait vraiment plaisir. 500 notes sur Apple Podcast, à chaque fois, c'est quelque chose quand je franchis une centaine. Et c'est fou de se dire, rien que de mettre 500 personnes dans une pièce, je crois, au-delà des métriques, de faire un peu ce petit check que je fais en début de chaque podcast, de dire où est-ce qu'on en est. Si je vous le demande, c'est parce que je sais que ça aide à faire connaître ce podcast, ça aide à toucher de nouvelles personnes. Si voilà, vous y avez trouvé des choses qui vous ont... fait du bien dans mes réflexions, des choses qui vous ont aidé, peut-être des fois à passer un cap, et des caps qu'on a passés ensemble, parce que Une vie de liberté, j'ai attaqué en 2019, on est en 2025, on est dans la 6e année, c'est quand même dingue, et j'ai moi aussi beaucoup changé en 6 ans, moi aussi beaucoup évolué, donc on avance ensemble aussi sur des sujets, et voilà, ces 500 notes, ça veut quand même dire quelque chose, ça fait malgré tout... ça fait beaucoup, quoi. Donc, merci beaucoup à vous. Et je vous rappelle que si vous voulez me contacter, le plus simple, c'est de le faire sur Instagram, sur mon seul et unique compte, Une vie de liberté avec la petite étoile bleue. N'hésitez pas à me rejoindre là-bas. J'essaye de partager du contenu régulièrement, même si j'y suis un petit peu moins. Je réponds à tous les DM, je poste un peu moins et ça fait du bien aussi de couper un peu plus avec les réseaux sociaux. Mais voilà, si vous voulez me contacter, c'est le plus simple. Et merci encore une fois à tous ceux qui prennent le temps de liker, de commenter. C'est vous qui faites vivre ce podcast. Je vous propose qu'on passe à la rubrique News. Donc la news de la semaine, le gros événement, c'est que ça y est, la formation marchand de biens est sortie. Je vais vous en parler dans ces news, mais ce sera la plus grosse news de cette semaine. On en est vraiment content. Avec Ben, on a travaillé d'arrache-pied sur cette formation depuis le mois de février. C'est vraiment très rare qu'on travaille sur une formation et qu'elle sorte aussi longtemps après. Alors, on a sorti la formation Crypto Investor en collaboration avec CryptoSword. Je ne voulais pas que les lancements se montent dessus. On va dire la formation était prête depuis 3 semaines, on va dire. Mais voilà, elle est enfin disponible, donc je vais vous en parler tout à l'heure. Avant ça, je veux vous dire que c'est le dernier podcast dans les anciens bureaux. Je me disais que c'est juste une formalité, on s'en fout. Mais en fait, on s'en fout pas tant que ça parce que j'ai commencé d'enregistrer ces podcasts chez moi, dans ma première maison, où j'étais en location. Après, on a acheté notre nouvelle RP, donc j'ai enregistré les podcasts dans la RP. Puis, ça commençait à devenir petit. On rêvait de ces nouveaux bureaux, de ces grands bureaux dans lesquels on va emménager.
Et ça a été extrêmement compliqué du point de vue de l'urbanisme. Je pense qu'un jour, on pourra vous raconter quelque chose qui retrace tout ça. Mais ça a été vraiment de l'abnégation pour avoir ces bureaux. Ça a été un truc de fou. Mais on a fini par s'en sortir, on a fini par réussir. Et entre-temps, quand on a eu les premières difficultés, on s'est rendu compte que voilà, ça ne prendrait pas 6 mois d'avoir les nouveaux bureaux, mais plutôt 2 ans. On a acheté des bureaux intermédiaires. C'est les bureaux dans lesquels je suis qui nous ont accueillis ces 2 dernières années. Et on a vécu beaucoup de choses dans ces bureaux. Et voilà, et ce petit studio de podcast où je suis, le prochain, il est 2 fois plus grand, je crois. Je le remercie beaucoup pour tous les moments qu'on a passés. Donc voilà, je regarde autour de moi, vous ne pouvez pas voir, hein, j'ai la caméra en face, j'ai tout le reste, mais il y a des cartons partout. Et voilà, c'est assez rigolo de voir le temps qui passe aussi de cette façon-là. Et d'ailleurs, ces bureaux, on les a fait aussi pour pouvoir vous recevoir. C'était quand même le but de pouvoir organiser pas mal de nos séminaires à l'intérieur des bureaux. Et on ne sera pas rentré depuis 3 jours, qu'on organisera déjà le premier mastermind marchand de biens les 26 et 27 juin, donc avec Ben et Mika. On est trop contents d'inaugurer ces bureaux avec ça. Ça fait vraiment trop plaisir. C'est trop bien. Ça va être un bel événement. On aura une autre session puisque celle-ci est complète les 11 et 12 décembre. Et d'ailleurs, si parmi vous, il y en a un qui m'écoute et qui aurait rêvé d'avoir sa place les 26 et 27 juin, on a une personne qui ne peut pas venir, ou enfin en tout cas qui viendra quand même, mais pour qui ça va être compliqué, qui souhaiterait décaler au mois de décembre. Donc s'il y a une personne qui voulait venir en décembre, qui n'a pas pris sa place et qui a envie d'inverser, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM ou mettre un commentaire sous le podcast pour qu'on se contacte, pour que vous puissiez inverser. Donc voilà, ce sera le premier mastermind dans ces nouveaux bureaux et on a vraiment hâte. Je voulais vous dire aussi que je reviens du mastermind surf. C'est pour ça que j'ai ce petit teint hâlé pour ceux qui me suivent sur YouTube. On a passé encore une fois de plus un mastermind exceptionnel. C'est mon mastermind préféré, le surf, qu'on organise donc chaque année avec les Gentlemen Investisseurs. Un mastermind qui reviendra en 2026. On reviendra avec le surf. Et voilà, c'était vraiment très très chouette. C'est la slow life à Biscarrosse. On prend le temps de vivre et on prend le temps de surfer. Et malgré tout, c'était, si je ne dis pas de bêtises, mon 4e ou 5e stage de surf. Donc, je commence petit à petit à m'améliorer. Et aujourd'hui, on prend les vagues au large. Donc, il faut timer entre les sets de vagues pour pouvoir, dès que ça se calme, arriver à passer. Bon, spoiler, on a réussi à passer une seule fois dans la semaine. Parce que la mer était quand même plutôt déchaînée sur la fin de semaine, on va dire. Et la journée de mardi, c'est ces journées-là où tout s'aligne, en fait. Où le temps... toi, tu as décidé d'aller surfer, mais le temps a décidé de te laisser surfer et de t'offrir aussi des vagues magnifiques. Et donc, on a pu franchir les barrières de vagues pour aller au large et prendre ces vagues depuis le large. Et j'ai raidé mardi la meilleure vague de ma vie. C'était magnifique. C'était des vagues d'1,20 m. On ne se rend pas bien compte, 1,20 m, on se dit c'est pas grand-chose. Mais comme elle est mesurée, si je ne dis pas d'ânerie, par l'arrière de la vague, en fait, quand on est devant la vague et qu'on est vraiment en train de rider, 1,20 m, ça fait des vagues qui arrivent presque au-dessus de la tête, quoi, voilà, à hauteur de tête. Donc ça commence à faire des belles vagues et c'était vraiment, vraiment génial. Voilà, donc je salue encore tout le groupe qui était avec nous toute la semaine. Et aussi mon petit groupe en chasuble léopard, on était magnifiques, avec qui j'ai pu vivre cette belle matinée de surf, c'était vraiment chouette. Et de façon un peu inédite aussi, pour tout le groupe, ça a beaucoup plu, les ateliers PNL. C'est quelque chose que je fais habituellement pas sur ces séminaires-là. Il y a des gens qui en avaient envie. Et je pense que ça a distribué quelques claques aussi. Donc, c'était vraiment un bon moment. Et on a pu s'isoler un petit peu parce que c'est des choses où, pour parler PNL, il faut un peu plus de calme. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de monde autour. Donc, on a pu se mettre là où on loge, nous, dans un petit bungalow. On était vraiment bien. Donc c'était top. C'est un atelier qui a beaucoup plu. Et voilà, il faut venir. Il faut venir pour vivre ça. À chaque fois, j'essaie d'expliquer les séminaires. À chaque fois, c'est impossible tellement... C'est des choses qu'il faut vivre. Et donc, un mastermind qui reviendra en 2026. Et en parlant de 2026, le programme est calé. Et pour l'année prochaine, il y aura
Il n'y aura que du neuf, quasiment. La moto va revenir, le mastermind moto, normalement. Le surf reviendra. Et pour tout le reste, le MMA, le kite, on a prévu des nouveaux événements. Donc, restez bien branchés, ça arrive bientôt. Je continue avec les événements. Le prochain mastermind qu'on aura, ce sera Equinox du 29 juin au 4 juillet, notre mastermind autour des chevaux. Je vous en ai beaucoup parlé. Vous avez un trailer sur la chaîne YouTube. Si vous avez des questions, je vous invite vraiment à me les poser. Il reste une seule place. Voilà, on avait 6 places. C'était vraiment un séminaire en tout petit comité. Là aussi, on fera des moments avec les chevaux centrés autour des émotions. Et on fera aussi des ateliers autour de la PNL, autour du dev perso. Ça va être un moment pour se recentrer sur soi, une vraie semaine de coupure, de vacances qu'on prend pour faire le point. Et il reste une seule place. Voilà, il y a 5 places qui ont trouvé preneur, il en reste une seule. Si ça vous dit, c'est la dernière chance. Je sais que c'est dans 15 jours, au moment où vous écoutez ce podcast. Mais voilà, si vous n'avez rien prévu, ou si vous avez la possibilité de poser une semaine, ou si vous sentez que vous en avez le besoin, c'est peut-être un signe de nous rejoindre avec cette seule place qui reste. Je vous en parlais en début de rubrique. L'événement de cette semaine, c'est la sortie de notre formation Marchand de Bien Expert. Elle est sortie vendredi dernier, elle est sortie le 13 juin. Elle est en promo toute la semaine jusqu'à dimanche soir, 22 juin. On en est très fiers de cette formation. Il y a maintenant 5 ans, on a commencé cette aventure de partager du contenu de formation sur les réseaux avec Division Foncière Expert. C'était la toute première formation qu'on sortait où on voulait partager notre activité de marchand de biens en division foncière. C'est une formation qui a vraiment bien fonctionné toutes ces années. Mais voilà, au fur et à mesure du temps, pour nous, on s'en est rendu compte qu'il y a de moins en moins de terrains qui étaient constructibles. Il y avait de moins en moins de terrains qui se détachaient et aussi avec la tournure que prend les choses, de moins en moins de maisons individuelles qui se construisent. Donc, on a fait bifurquer, nous aussi, notre activité au fur et à mesure vers le marchand de biens. Aujourd'hui, la division foncière, ça représente peut-être 30% de notre activité et le marchand 70%, le marchand pur, la division de bâti. Donc, on a voulu faire cette formation marchand de biens expert. Pour ça, on a pris les services aussi de notre ami Mika. On sort la formation tous les 3, donc avec Ben et Mika, où Mika est un marchand de biens depuis des années maintenant. Il a fait beaucoup d'opérations. On a voulu faire une formation qui est 100% pratique. Donc, on vous montre nos OP. Il y a plus de 10 opérations. Enfin, il y a 10 opérations de marchand de biens qui sont filmées. Et en tout, il y a 11 opérations de division foncière sur lesquelles on revient. Donc, voilà, c'est de l'expérience accélérée. Ça vous permet de voir 21 opérations en détail. On en est très, très content. C'est une formation qui fait 9 heures de contenu. Il y a plus de 7 heures inédites. On a repris 2 heures de l'ancienne formation division foncière parce qu'il y avait des choses qui étaient intéressantes qu'on ne pouvait plus filmer aujourd'hui parce que les chantiers sont finis. C'était dommage de les jeter aux oubliettes. Mais voilà, il y a 7 heures de contenu inédit. Que vous dire de plus? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On en est vraiment très fiers. Voilà, on a fait aussi des facilités de paiement pour les Auvergnats qui veulent pouvoir ne pas épuiser leur trésor. Mais je vous invite vraiment à aller voir ça. Vous avez le lien de la page dans la description. Et si vous avez des questions, je suis là. Pour clôturer cette rubrique news, un petit point sur 3 de nos derniers événements jusqu'à la fin de l'année. La parenthèse indépendance, c'est du 22 au 24 octobre. Elle devra, je pense, tirer sa révérence cette année. On aime toujours arrêter les événements quand ça fonctionne bien, puis pour laisser de la place à la nouveauté. On aime toujours bien se renouveler. Donc, ça sera vraisemblablement la dernière parenthèse du 22 au 24 octobre. Il reste seulement 6 places, si jamais ça vous intéresse. Le Mastermind Moto Alpine Nations, cette année, où on va aller rouler en road trip moto sur la route, en France, en Italie, en Suisse. C'est du 22 au 28 septembre, il reste 6 places. Et Race and Business, notre séminaire autour des sports mécaniques à Alès, du 8 au 10 octobre, il reste 2 places, si ça vous intéresse. Et j'en ai terminé avec la rubrique News. Et sans transition, je vous propose qu'on revienne sur le podcast de la dernière quinzaine, Allô Tonton numéro 12. Merci beaucoup à vous tous pour vos messages sur YouTube. Il y avait pas mal de sujets assez perso sur le Allô Tonton. J'avais changé les prénoms, mais j'ai des gens qui sont revenus en DM. Je ne partagerai pas ces messages-là. Du coup, j'ai pris 3 messages qu'on va partager ensemble. Un message de Margot et Pierre-Antoine qui avaient des questions sur le marchand de biens, qui me disent « Salut tonton, merci pour ta réponse de Normand, on va plancher là-dessus et une solution mixte est peut-être la meilleure solution. Un PS qui n'en est pas un.
Je suis abasourdi de t'entendre parler d'un commentaire qui dit qu'à cause de Bernard Arnault qui aurait toutes les richesses, les autres ne peuvent rien avoir. Suite à des années de propagande de ta part, je me suis enfin mise à lire La Grève de Ayn Rand, et ça fait froid dans le dos de voir des commentaires de ce type en dehors d'un livre. Et oui, malheureusement, on aura le temps d'en parler beaucoup dans le sujet de cette semaine, de tout ça, mais La Grève, ce livre, c'est aux États-Unis, dans un futur imaginaire qui peut se passer peut-être dans les années 1900. Tous les riches en ont marre d'être taxés et décident de s'en aller, tout simplement partir en laissant tous les moyens de production. Et donc les moyens de production sont nationalisés, finissent par appartenir à l'État, et ça part en sucette complet, et à chaque fois, l'enfer est pavé de bonnes intentions et sur l'autel du collectivisme, de pouvoir partager toutes les richesses. Elles sont mal employées et ça termine un peu comme a toujours terminé le communisme qui a fait 100 millions de morts. Ça termine dans un bain de sang, et donc le livre est pas très très gai, mais voilà, peut-être qu'en tout cas, sans aller jusque-là, il faudra que des gens partent en France pour que ça bouge. Je me rappelle dans début d'année d'une audition de Bernard Arnault, et on aura peut-être le temps d'en reparler dans ce podcast, qui fait 8% de son chiffre d'affaires en France et qui, malgré tout, paye ses impôts en France. On a Total récemment qui avait menacé d'aller se faire coter à la bourse de New York. Et on voit qu'il y a des gens qui sont en train de partir autour de nous, aussi des entrepreneurs qui s'en vont, qui partent dans d'autres pays. Moi, j'ai des copains qui sont retournés au Maroc, j'en ai d'autres qui sont partis vivre en Andorre, d'autres qui sont partis vivre au Luxembourg, des gens qui sont partis vivre à Dubaï. Il y a 6-7 ans, je connaissais personne qui s'expatriait comme ça. Et aujourd'hui, je peux en citer littéralement des dizaines. Et donc peut-être qu'il faut que des gens partent, comme dans la grève, pour assécher ce système à la base. Et surtout qu'on vit dans un monde où il y a une vraie concurrence entre les États aujourd'hui. Et voilà, il y a des avions, on peut déménager plus facilement, on peut bouger des capitaux plus facilement. Et il y a une concurrence qui est globale. Et c'est peut-être ça aussi qui retiendra les États d'aller trop loin dans le collectivisme, dans la taxation pour redistribuer comme ça. On sera aux premières loges pour le voir, en tout cas. Allez, on va continuer dans le thème. On a un message de Marceau qui me cite, ouvrez les guillemets, toute sa vie, il a combattu le communisme, fermez les guillemets, mort de rire, c'est beau dans un sens. Bon, Une vie de liberté, j'aime bien faire des punchlines de temps en temps. C'est un podcast qui est sérieux, on parle de sujets vraiment sérieux. On aura vécu ensemble, c'est rigolo aussi parce que c'est le dernier podcast dans ces bureaux, mais beaucoup d'émotions. Dans certains podcasts, on rigole, dans d'autres, on pleure ensemble, on a des émotions. Et il y a une part aussi forcément de divertissement, et des petites punchlines comme ça en fait partie. Mais en soi, c'est pas complètement faux, parce que je le dis avec beaucoup de bienveillance, même pour moi qui ai grandi dans une famille d'entrepreneurs. J'ai été élevé par l'école publique, j'ai fait toutes mes études dans le public, donc on a des profs qui ont peu cette mentalité collectiviste, qui vont nous l'inculquer quelque part. Et on se dit toujours, si je perds mon emploi, j'ai les indemnités chômage. On sait qu'on a toujours quelque chose pour nous rattraper qui vient du collectivisme. On croit en cette retraite hypothétique et on compte finalement sur les autres pour prendre soin de nous. C'est aussi comme ça qu'on voit des gens qui, je ne stigmatise personne encore une fois, mais peuvent absolument ne pas prendre soin de leur santé, mangent n'importe comment, ne font pas de sport, parce qu'ils savent pertinemment que si un jour ils ont des soucis de santé, ça sera pris en charge par la société. Et si chacun devait prendre soin de lui, peut-être qu'il y a des gens qui fumeraient moins, qui boiraient moins, qui feraient plus de sport, parce qu'ils sauraient que ça leur coûterait extrêmement cher s'ils tombaient malades, ou que leur prime d'assurance serait beaucoup plus chère. Je suis encore une fois en train de stigmatiser personne, mais rappelez-vous l'exemple que j'avais donné dans le podcast « Vaincre le gauchisme mental » avec la classe. Si les notes sont collectivisées, au bout d'un moment, ceux qui n'ont pas envie de travailler, ils foutent rien, parce qu'ils se disent les premiers vont travailler. Moi, si je bosse, j'aurai un 7. Si je fais rien, j'aurai 11. Autant rien faire. J'aurai la moyenne. Il y a un peu ce côté-là. Et donc, il faut le combattre, non seulement quand on l'entend chez les autres, mais aussi en soi. Et quand je dis toute ma vie, j'aurais combattu le communisme, je l'aurais combattu quand j'entends des trucs qui m'irritent les oreilles, mais parfois je le combats aussi en moi, parce qu'on a été élevé avec ça, et voilà, on est français. Et c'est vraiment un pays où
où le marxisme est quand même bien ancré sur beaucoup de choses. Donc il faut y faire attention. Et toujours pareil, à chaque fois que vous allez avoir ces idées-là, on va vous traiter d'individualiste, de dire que vous pensez qu'à vous. Mais justement, c'est ces idées collectivistes qui ont sacrifié l'individu, qui ont sacrifié la famille au profit de la collectivité, et des choses qui devraient être extrêmement importantes. Et on en parlera dans ce podcast, dans le sujet de cette semaine, où les parents doivent s'occuper des enfants, par exemple. Ça, c'est la première responsabilité. Ce n'est pas à l'État de s'occuper des gamins, c'est aux parents. Et c'est aussi aux personnes de s'occuper de leur famille. Et ce socle familial, il a été complètement détruit. C'est aux gens de s'occuper de leurs proches, de leurs parents, de leurs enfants, de vraiment avoir ce noyau-là. Ça doit commencer par là. Et ça se fait à l'échelle de l'individu. Comme le bonheur, il peut être que à l'échelle de l'individu. Il ne peut pas être à l'échelle collective. Le bonheur, c'est quelque chose qui se décide, c'est quelque chose pour lequel il faut travailler, ça ne tombe pas du ciel. Et ça, ce n'est pas l'État-providence, même en vous arrosant d'argent, qui peut vous le fournir. Et surtout qu'on le voit, on dit bien mal à qui ne profite jamais, mais quand on n'a pas sué pour de l'argent, quand on n'a pas travaillé, il n'a aucune valeur. Et arroser les gens d'argent public, ça ne les rend pas heureux, ça les rend même parfois encore plus méprisants, parce que comme ça tombe du ciel, ils n'en ont rien à faire. Donc voilà, mais on va avoir le temps d'en parler dans ce podcast, on va avoir le temps d'en parler de tout ça. Mais effectivement, et je vous invite à faire attention, à être attentif à ça, à chaque fois que vous avez envie que la collectivité vous rattrape, à ne toujours compter sur vous en premier. Et on va prendre un dernier message d'Elian. Elian qui me dit « Super Allo tonton, je confirme que j'envoie à l'appel des formations de marchand de biens ou de bourse qui promettent monts et merveilles sur toutes les plateformes. Heureusement que je me suis déjà formé sur certains secteurs pour atteindre ma liberté. Je pense que je vais creuser le sujet de la PNL pour retrouver une certaine sérénité, car je m'aperçois au fil de tes podcasts que je me retrouve un peu dans les différentes personnes qui passent ici. Un grand merci pour ton partage et ton écoute. » Je voulais revenir sur deux petites choses, sur... Effectivement, on sort notre formation marchand de biens, alors on va profiter du momentum des autres formateurs, mais en ce moment, le marchand de biens a le vent en poupe, un truc de fou, on en entend parler partout. On voit des pubs de partout par des formateurs qui vous invitent le plus souvent à le faire sur de la résidence principale. Donc, ce n'est pas du marchand de biens, c'est une opération d'achat-revente. Nous, on vous enseigne vraiment un métier. Le but, ce n'est pas de faire rêver, c'est de vous donner tout ce qu'on sait, tout ce qu'on aurait aimé savoir quand on s'est lancé. La formation, elle fait 9 heures, elle va aider à forcément se lancer parce qu'on voit 20 opérations filmées en détail, le retour sur 20 OP, ça vous fait une expérience, on va dire, à travers nous pour ne pas vous planter ou pour vous allumer des warnings chaque fois que vous verrez une nouvelle OP, dire « Ah ça, je l'ai vu dans la vidéo de Tony, il faut que je fasse attention à ça », pour vous faire gagner de l'expérience. Mais c'est toujours pareil, si vous dépensez 800 €, enfin 791,20 € dans la formation en promotion et que vous ne faites rien, ce sera 791,20 € perdus de toute manière. Et idem pour la bourse. Moi, je me dis toujours, quand je vois, et on va en parler aussi dans ce podcast, tous les CGP qui vendent du rêve, qui vendent des placements foireux. Et on m'a encore approché la semaine dernière pour un placement où c'est éclaté, quoi. Et j'en souris toujours parce que je me dis, faut vraiment pas tomber dans le panneau, mais quand on n'y connaît rien, quand on est entrepreneur, qu'on travaille, ou même particulier, on peut tomber dans le panneau. Je me dis, avec la formation bourse, j'ai vraiment essayé de démocratiser ça avec Bourse Exponentielle pour qu'en 4 heures, on ait tout compris et que ce soit simple. Et là, j'en parlais encore avec mon pote Lohan, qui est passé dans le podcast. Si vous voulez le revoir, Lohan, le coach sportif, le fabuleux destin de Lohan RTS. On en discutait tous les deux et Lohan, il est tout jeune, si je ne dis pas de bêtises, il n'a même pas 25 ans. Et il a déjà cette logique de se dire, je veux, pour investir en bourse, une méthode simple que je peux tenir pendant 15 ans, qui me prend 5 minutes par mois. Et on en a discuté ensemble sur la méthode de bourse exponentielle. Je trouve ça fantastique voilà, c'est pas quelque chose où je vais vendre des signaux de trading, des machins. Il n'y a pas d'upsell, c'est une formation qui est pas très chère, à 250 balles, et tu es formé pour toute ta vie. Et encore une fois, ça ne vend pas du rêve. Je ne te dis pas que tu vas transformer un SMIC en 100 000 € en 2 ans. Ce n'est pas possible. Mais par contre, sur le long terme, je te garantis que ça peut te rendre vraiment riche. Et on va en parler dans cet épisode-là. Et voilà, encore une fois, je suis fier de la ligne de conduite qu'on a. Et surtout,
depuis 5-6 ans maintenant on fait ces podcasts, avec Une vie de liberté, avec les Gentlemen Investisseurs, aujourd'hui aussi avec Nouveau Départ, les vlogs avec Ben, et d'être resté fidèle à nous-mêmes. Aujourd'hui, on n'a jamais fait de publicité payante, par exemple. J'ai jamais arrosé YouTube avec des publicités, et pourtant on fait des chouettes résultats sur cette partie de formation, que ce soit en présentiel ou en ligne. Et je suis fier de la ligne de conduite qu'on aura toujours tenue. Et voilà. Et c'est chouette. J'ai pas envie de vendre du rêve. Donc, c'est très, très bien. Et pour la PNL, je t'invite vraiment aussi à le faire. J'étais content parce que aujourd'hui, j'ai deux masterminds autour de la PNL chaque année, avec Nouveau Départ. Un au mois de juin et un au mois de novembre. Et c'est rare que je le fasse en séminaire hors de Nouveau Départ. Et je vois que même sur un public d'investisseurs qui ne vient pas pour la PNL, qui vient pour investir, la PNL, ça touche et on se rend compte qu'on en a tous besoin. Ça aussi, ça fait bullshitter de dire que l'investissement, c'est énormément de mindset. Et pour beaucoup de gens, c'est du bullshit. Ce qui dit, ah oui, c'est le mindset qui t'a permis de gagner de l'argent. Un peu, en vrai. Parce que acheter un immeuble, la technique, c'est à la portée de n'importe qui. Tu vas sur le bon coin, le prix affiché, c'est pas le vrai prix, tu vas visiter, tu négocies, tu signes un compromis, tu vas à la banque, t'empruntes, tu retournes chez le notaire, tu achètes, tu fais tes rénovations, tu mets tes locataires dedans et tu recommences. La technique, voilà, je vous l'ai donnée. Formation accélérée. Maintenant, pouvoir le faire, pouvoir s'endetter à hauteur de 600 000, 1 million d'euros, 1,5 million, 2 millions, comme beaucoup de gens qu'on voit en séminaire, ça c'est du mindset. Si t'es pas capable de vivre avec ça, avec une dette de 2 millions sur la tête, qui va t'enrichir, qui sur le long terme te permettra un jour d'avoir 2 millions d'immobilier payé. Mais ça c'est du mindset. Donc merci Elian pour ton message, et j'en ai fini avec le retour sur le podcast de la dernière quinzaine, et je vous propose qu'on passe au podcast du jour, au podcast de la quinzaine. Donc des Allo Tonton, j'ai encore de quoi faire. J'ai encore de quoi faire au moins un épisode, mais j'ai voulu faire une petite pause parce qu'on en a enchaîné 3 de suite, et voilà, histoire de changer un peu. Et j'étais au surf la semaine dernière et je me suis dit de quoi j'ai envie de leur parler. Bon, j'ai toujours une liste de sujets, mais j'aime bien faire à l'envie. Et j'ai vu une publication clickbait, vraiment le genre de truc fait pour faire du clic sur Facebook. Et je me suis dit, je vais parler de ça parce qu'il y a tellement à dire. On va parler d'éducation financière des Français, justement. Et voilà, quand je dis que je combats le communisme, c'est aussi pour que les Français aient plus d'éducation financière, parce que ce manque d'éducation financière les maintient dans la pauvreté. Et moi, j'aime pas voir mes compatriotes pauvres, donc on va prendre le temps d'en parler. Donc, pourquoi ça m'est venu aussi de parler de ça? Parce que ces derniers temps, avec Yann, on est en train d'enregistrer les podcasts de l'été. On enregistre un petit peu en avance pour pouvoir, en juillet-août, se reposer, mais que vous ayez des épisodes tout l'été. Et on s'est posé la question de ce qu'on allait faire. Et Yann a eu une super idée tout l'été sur les Gentlemen Investisseurs, que ce soit dans le podcast public ou dans le podcast privé. On va réviser les bases de l'investissement. Donc, c'est le cahier de vacances des Gentlemen Investisseurs. On fait pendant 1 heure un cours. C'est pas chiant, c'est ludique. Comme d'habitude, c'est du divertissement. Mais à la fin, il y a des devoirs à faire pour la semaine d'après. Donc, voilà, c'est quelque chose de chouette. On a pris beaucoup de plaisir à enregistrer ces podcasts. Et on se rend compte en plus que ça fait toujours du bien de rabâcher. On rabâche jamais assez. Et de revenir à l'essentiel. Et on lit toujours une petite actualité en entrée de podcast. Et là, on a trouvé une actualité sur le loto et le risque. Donc, ça va me faire un peu mon entrée en matière pour ce podcast, pour vous montrer à quel point la culture financière est catastrophique en France. Encore une fois, avec bienveillance, parce que pourquoi on est dans cet état-là? Parce que les Français ne jugent pas important d'investir, puisque la retraite sera là, puisque le chômage est là, puisque de toute façon, quoi qu'il arrive, l'État-providence est là pour toi. Sauf que ce qui était vrai il y a 20 ans, 30 ans peut-être, aujourd'hui la machine est grippée. On se rend compte qu'à la retraite, on a 40% de nos 25, du salaire de nos 25 meilleures années. Donc les calculs sont pas bons, ça va pas suffire. Et voilà comment on en arrive à des chiffres pareils. Vous allez vous marrer, ça va être parfait pour introduire ce podcast. Et je vais vous lire l'article.
Le loto et le risque. Une chance sur 139 millions et pourtant 79% des Français jugent le loto moins risqué que la bourse. 65% des Français jugent les jeux d'argent plus simples que l'investissement. Alors que les chances de gagner au jeu sont minimes, une très nette majorité des Français préfèrent le loto au placement en bourse, selon une étude menée par Yomoni. Donc Yomoni, c'est des assurances vie pilotées, si je ne dis pas de bêtises. 79% des Français pensent que le loto est moins risqué que la bourse, seulement 5% des sondés jugent que la loterie est plus risquée. Un paradoxe mathématique, ça peut sembler étonnant, un joueur n'a qu'une chance sur 139 de gagner à l'euro-million. Si je ne dis pas de bêtises, on a 4 fois plus de chances de se faire frapper par la foudre. Alors que les actions en France ont eu un rendement moyen annuel de 6,9% sur les 50 dernières années. Sur le long terme, les actions sont d'ailleurs la classe d'actifs la plus rentable devant les obligations souveraines selon une étude de la Deutsche Bank publiée l'an passé. L'attrait du rêve plutôt que la stratégie. Pour s'enrichir, un calcul froid devrait donc davantage inciter à boursicoter qu'à gratter des tickets. Mais l'investissement reste trop opaque pour une majorité de Français. 71% des non-investisseurs disent mal comprendre le fonctionnement des placements, selon le sondage. Le loto, en revanche, a l'avantage de la simplicité et du frisson immédiat. Cela révèle un rapport émotionnel très fort à l'argent, le rêve, l'instantanéité, la transformation soudaine de vie priment sur la stratégie et le long terme, en déduisent Yomoni. Une majorité des sondés préfèrent avoir une chance sur 1 million de gagner 1 million au jeu, plutôt qu'une chance sur 2 de doubler leur capital en 10 ans via des placements. Et en plus, le sondage, il est trompeur parce que si tu places sur un ETF SP500, c'est pas une chance sur 2 que tu as de doubler ton capital en 10 ans. C'est à mon avis 9 chances sur 10. Et pourtant, 49% des Français jouent régulièrement ou occasionnellement à des jeux d'argent, un Français sur 2. Mais 65% n'ont jamais investi et ne comptent pas le faire. Il y a seulement un Français sur 3 qui investit. Un Français sur 2 joue au jeu et 2 Français sur 3 n'investissent pas. Et il y a aussi la question des moyens. Plus concrètement, 61% des non-investisseurs estiment ne pas avoir les moyens d'investir en bourse. Selon le dernier baromètre de l'AMF, la moitié des Français met moins de 200 € de côté par mois. Donc il y a un Français sur 2 qui met plus de 200 € et un Français sur 2 qui met moins de 200 € de côté par mois. Dans ces conditions, ils sont logiquement plus enclins à se tourner vers des placements sans risque de perte en capital, comme le livret A, mais qui ne rapporte aussi rien, ou à jouer occasionnellement une pièce au loto en espérant un changement de vie soudain. Ça aussi, j'en ai beaucoup parlé dans le podcast. Les gens veulent l'événement plus que le processus qui permet de changer. Donc voilà, ça nous introduit le podcast, cet article. Je ne vais pas revenir dessus maintenant parce que je vais revenir dessus vous verrez dans le podcast sur pas mal de choses. C'était vraiment pour introduire parce qu'entre-temps, je voulais parler de ça au départ et entre-temps, j'ai trouvé une autre publication qui m'a bien fait réagir et du coup, j'en profiterai pour débriefer les deux en même temps. Donc, je suis tombé sur une publication sur le Facebook de Guillaume Play. Donc, Guillaume Play, c'est l'animateur de Légende, du podcast Légende. Je pense que Légende, ça ne vous a pas échappé. Vous avez tous vu un épisode de Légende. Je crois que c'est le podcast numéro 1 en France. Et Guillaume Play, il a tout compris pour faire cartonner son podcast. C'est qu'il fait des réels, des moments les plus putaclic. Et il fait des publications Facebook qu'on appelle du contenu clickbait, quoi. C'est vraiment du contenu qui est fait pour faire cliquer, qui est fait pour faire des avalanches de commentaires, qui est fait pour diviser et pour que les gens s'écharpent dans les commentaires, le genre de contenu qui serait fait pour X, pour anciennement Twitter. Et donc, à chaque fois, ça m'arrive, même tonton mindset que je suis, il y en a qui me suivent sur Facebook, qui voient des fois que je ne peux pas m'empêcher de lâcher une punchline. Et là, je me suis dit, plutôt que de mettre un commentaire là-dessous et de m'énerver tout seul, autant faire quelque chose de constructif et d'en faire un contenu. Ça sera quand même mieux. Donc, j'ai pas lâché mon commentaire, j'ai rien mis. Si, j'en ai mis un en plus. Si, j'ai mis un commentaire. J'ai pas pu m'empêcher. Bon, vous l'aurez vu, pour ceux qui sont sur Facebook avec moi, qui me suivent, mais pour certains en tout cas. Mais je me suis dit, je préfère en faire un contenu. Et justement, cette publication, qu'est-ce que c'était ? C'était une petite citation de Cédric O'Neill. C'est le fondateur, le PDG de Brix. Alors, j'ai pas d'avis sur... Enfin, si, j'ai un avis sur Brix. C'est pas trop mon truc, cet immobilier plus ou moins tokenisé ou qu'on possède à plusieurs. Pour moi, l'immobilier, j'ai pas envie d'immobilier papier. Je veux posséder les immeubles. Et si je veux faire du financier, je préfère faire de la bourse ou de la crypto. Donc, c'est pas trop mon truc. Mais après, pourquoi pas ?
Donc, mais en tout cas, il a dû faire une citation dans Légende, puisque c'est celle qui était reprise sous cette image. Donc, c'était une image du fondateur de Brix, de Cédric O'Neill, avec marqué sa citation dans le podcast. Ouvrez les guillemets. La retraite en France, tu cotises 300 000 euros, soit 600 euros par mois sur une vie en tant que travailleur. Ces 600 euros, si tu les avais investis sur 45 ans, ça t'aurait rapporté entre 4 et 6 millions d'euros. Fermez les guillemets. Donc voilà, quand on ne connaît pas le monde de l'indépendance financière, je peux comprendre que ce soit quelque chose qui choque, qui percute et qui soit violent. Et vous allez voir, je crois qu'il y avait 2600 commentaires sous la publi. C'est dire à quel point, déjà, la stratégie de Guillaume Play, elle fonctionne, les gens commentent, et à quel point ça déchaîne les foules et à quel point il y a de l'incompréhension. Et donc, je me suis amusé avec mon assistant ChatGPT, bien entendu. Je lui ai envoyé la publi parce que je ne l'ai pas fait non plus tout à la main. Et de me sortir une quinzaine de commentaires qui choquent justement et dans des domaines différents. Et vous allez voir, on va les prendre les uns après les autres et on va les commenter parce que, voilà, moi, il y a des choses qui m'ont choqué. Et il y a des choses aussi où... on en parlait tout à l'heure avec vaincre le gauchisme mental, où je peux comprendre. Et on reviendra sur le paradoxe du loto, où en fait les gens, c'est tellement opaque pour eux qu'ils sont incapables de s'imaginer que ces choses-là peuvent exister et la réalité est violente en fait. Donc voilà, pour revenir surtout sur cette situation de Cédric O'Neill, est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit, Donc j'ai refait le calcul, je l'ai vérifié. 600 euros investis sur 45 ans, à 9%, ça fait un peu moins de 4 millions, et à 10%, ça fait un peu plus de 6 millions. Donc, il a dû prendre un rendement annualisé de 9,5% par an. Est-ce que c'est réaliste, 9,5% par an ? C'est le rendement de la bourse américaine sur le long terme. Donc, oui, ce qu'il a dit, c'est réaliste. Forcément, c'est extrêmement simplifié, mais oui, c'est quelque chose de réaliste en tout cas. Après, peut-être la chose la moins réaliste, c'est investir sur 45 ans. Ça implique de commencer à 20 ans. Ça implique d'investir jusqu'à ses 65 ans, jusqu'à vraiment sa retraite. C'est pour ça qu'il faut de l'éducation financière, parce qu'en général, l'investisseur moyen, il commence à investir à 30, 35 ans, de ce que je vois. C'est vraiment les extraterrestres qui commencent avant. Et mettre 600 euros sur ses premiers salaires, ça paraît vraiment énorme. Mais par contre, après, quand on avance en âge, on pourrait mettre plus. Et aussi, pourquoi c'est compliqué là, dans cette publi de mettre 600 euros par mois? Parce que ce que veut dire Cédric O'Neill, c'est pas que les 600 euros, tu les sors de ta poche, c'est les 600 euros que tu as donnés pour la retraite française que tu aurais pu les mettre ailleurs. Et donc, vous allez voir toute l'incompréhension que ça crée, et je vous propose qu'on prenne ces commentaires les uns après les autres. Le premier, c'est un commentaire de Clément. Clément qui dit « Légende est devenue une chaîne de promotion pour un flux voleur. C'est dommage, l'appât du gain sûrement. C'est le genre de mec qui va à la pêche au gogo pendant 3-4 ans et qui au final se tire avec la caisse dans un paradis fiscal. Parfois, on les retrouve pendus sous un pont avec une lettre dans la poche qui bizarrement n'est pas écrite avec leur écriture. » Donc Cédric O'Neill, c'est un entrepreneur, il avait monté un site web sur les pharmacies avant. Mais en plus, c'est même pas pour ça. Lui, il a son site Brix où il vend de l'immobilier. Je ne sais pas si c'est vraiment tokenisé, parce que je ne crois pas que ce soit de la crypto, mais en tout cas, c'est des parts de biens immobiliers, des petits morceaux de biens immobiliers. Bien sûr qu'il vient aussi faire sa promotion sur Légende. Il ne faut pas se tromper, c'est Légende Business, c'est du publi-reportage. Les gens payent pour passer sur Légende Business. C'est un business aussi, bien entendu. Maintenant, est-ce que c'est parce que les gens ont payé pour passer sur Légende que c'est forcément des arnaqueurs? Et ça, c'est encore un biais français. En France, l'éducation, elle est gratuite. On va à l'école publique, ça coûte 0. Donc, dès qu'on paye pour se former, on a l'impression de se faire arnaquer. C'est pour ça que payer pour une formation en ligne, si vous dites que vous avez payé 800 euros pour la formation marchand de biens expert, à des gens qui ne sont pas du tout de ce domaine-là, ils vont vous dire « mais tu t'es fait arnaquer, il t'a volé, c'est n'importe quoi ». Et quand on est de l'étranger ou on se rend compte qu'il y a des choses qui ne s'apprennent pas à l'école publique, notamment la gestion des finances, les placements financiers, la bourse, ça ne s'apprend pas là. Oui, tout travail mérite salaire et à un moment, il va falloir payer pour se former. Et ça, c'est tellement dur pour les gens que
dès que quelqu'un vient faire la promotion de son business et payer de la publicité, c'est tout de suite pour les arnaquer. Mais de l'autre côté, si je dois me faire l'avocat du diable, les banquiers, les CGP mal intentionnés, ils ont détruit aussi la confiance complètement. Et je pense vraiment que la finance traditionnelle de nos banques, de notre banquier de quartier, des CGP, ont détruit cette confiance avec leurs placements éclatés parce que comme ils savent que les gens n'y comprennent rien, ils leur font payer des produits qui sont blindés de frais et au final, on se rend compte que des gens ont investi en assurance vie parfois sur 15 ans, 20 ans et ils ont fait plus 20% sur 15 ans alors que le marché a fait x4 sur cette période-là et entre-temps, on se rend compte que ils ont fait 20% de perf et ils auraient dû faire 100% et les 80 autres pourcents, c'est des frais qu'ils ont payés, des arbitrages, des frais. Et à la fin, ils se disent « Ah, mais au moins, j'ai pas perdu d'argent », alors que leur placement s'est fait défoncer par l'inflation. Et c'est pareil avec des économies d'impôts comme le Pinel, par exemple. Dès qu'il y a une économie d'impôts, dites-vous qu'il y a un CGP, entrepreneur, organisme de placement qui va se mettre sur la brèche et qui va vous rincer. Donc, pour me faire l'avocat du diable, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui, sur la finance traditionnelle, ont tellement abusé qu'on en arrive à ces choses-là, à cette méfiance extrême. Donc, ce que j'ai juste à dire à ce stade, c'est faites-vous votre propre éducation, aujourd'hui même sans payer pour le coup, avec des vidéos comme celle de ma chaîne, sur une vie de liberté, il y a, je ne sais plus combien il y a aujourd'hui, 400 vidéos peut-être. Il y a beaucoup de contenu qui est gratuit pour vous former. Et après, si vous avez envie de prendre une formation pour aller plus loin, c'est avec un grand plaisir. Mais formez-vous et ne faites pas confiance aux intermédiaires vraiment bruts de pommes, parce que c'est là où, dès que vous remettez la connaissance, les travaux, vos devoirs que vous auriez dû faire tout seul dans les mains de quelqu'un d'autre, c'est là où vous vous faites avoir. On prend un deuxième message de June. On a eu le Mozart de la finance, on a maintenant le Chopin du calcul des retraites. Je me demande où il trouve ses rendements financiers. Ce qu'il ne calcule pas, c'est le risque. Si on a une crise des subprimes bis, on peut retourner bosser à 80 ans ou vendre un rein. Donc là, ce qui me frappe, c'est la méconnaissance des rendements boursiers sur le long terme. Quand June là, nous dit « Je me demande où il trouve ses rendements financiers », tout simplement dans la bourse américaine. Le rendement moyen de la bourse américaine sur les 100 dernières années ou les 170 dernières années, depuis que le SP500 existe, c'est 9,5% par an. Donc non, c'est un rendement qui existe bien. Son calcul, pour le coup, sur une période longue, en tout cas, il est bon. Et ensuite, si on a une crise des subprimes bis, donc forcément, dès qu'on a une crise, le marché va chuter et nous ramener en arrière. Lors de la crise des subprimes, par exemple, au plus bas, on a perdu 58% et on est revenu 7 ans en arrière. Et on a mis derrière 3 ans pour retrouver les niveaux des plus hauts d'avant. Donc oui, bien sûr, quand on a des crises, ça fait mal. Pendant le Covid, quand on a touché le plus bas, on a perdu 40%, 38% je crois, et on est revenu 3 ans en arrière. Bon, sauf que pendant le Covid, on a juste mis 3 mois à s'en remettre à peine pour revenir sur les plus hauts. Donc bien sûr que quand il y a une crise, ça fait mal, mais on ne peut pas profiter en bourse des bonnes journées sans subir les mauvaises, puisque sinon ça revient à timer le marché, à entrer, à sortir, et là à faire du trading et à se prendre les portes de saloon. Le principe justement de l'investissement en ETF, de l'investissement passif et de la retraite par capitalisation, c'est de faire du DCA, d'investir tous les mois le même montant, et comme ça justement lisser sur un temps très très long notre performance et de moins en moins subir ces mouvements violents. Moi, je le vois aujourd'hui maintenant que j'investis depuis 2008 en bourse. Je me souviens que le crack Covid sur mon graphe avait fait un sacré trou. Et aujourd'hui, avec le recul, c'est une toute petite bosse, c'est rien du tout. Et la deuxième chose, c'est si on a une crise des subprimes bis, on peut retourner bosser à 80 ans. Ça serait suicidaire d'être full action à 80 ans. Tu vas faire bien entendu évoluer ton allocation au fil du temps, et à 80 ans, tu n'es peut-être plus qu'à... On dit souvent de prendre 100 moins ton âge, donc 100 moins 80, tu n'es peut-être plus qu'à 20% en action et à 80% en obligations ou même cash. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir ça en tête, qu'on va faire évoluer le risque au fil du temps.
et que même si tu te tapes une crise quand tu as 60 ans, si tu investis depuis tes 20 ans, sur tes premiers euros, tu seras peut-être en x8 sur ton capital. Donc, faut pas oublier que, comme je l'ai dit, la crise des subprimes, oui, elle nous a ramené 7 ans en arrière, la crise Covid, 3 ans en arrière, mais à chaque fois, entre même quelques mois et 3 ans, la bourse retrouve ses niveaux les plus hauts. Donc si ça t'arrivait à la retraite, tu n'as pas besoin de ton capital d'un seul coup. Bien sûr qu'il y aurait peut-être, si tu étais resté full action, 3 ans qui seraient peut-être pas très rigolotes, ou c'est pas les 3 années où tu vas faire les plus beaux voyages de ta vie, parce que si ça s'est cassé la figure, tu vas peut-être moins partir. Mais 3 ans après, en général, la bourse est revenue à son niveau. Donc, c'est pas histoire ici de dire qu'il n'y a aucun risque en bourse, pas du tout. Mais c'est de dire que souvent, les gens ont une vision exagérée du risque. Un petit peu comme pour le loto, où ils ont l'impression que la bourse est plus risquée que le loto. C'est complètement une vue de l'esprit. On se rend compte qu'en bourse, tu as bien plus de probabilité de réussir. Mais comme au loto, tu perds que 2 euros, alors qu'en bourse, si tu as mis tes économies, tu peux ponctuellement, une fois tous les 8-10 ans, subir une crise. Et tant que tu n'as pas vendu, tu n'as pas perdu, mais virtuellement voir enfin, c'est pas virtuel, parce que oui, la perte, tu la prends si tu vends, mais voir en tout cas la valeur de ton placement chuter. Et même si c'est toujours plus haut que ce que tu as investi, je dis n'importe quoi, mais si tu en es à avoir mis 100 000 euros en bourse, que ton capital est monté à 300 000 et que ponctuellement il redescend à 200, tu es toujours à plus 100 000. Même si, oui, effectivement, sur le moment présent, ton capital a baissé de 100 000 euros. Et c'est là où il y a une vision du risque qui est vraiment exagérée. On va prendre un troisième message de Thierry. Thierry qui nous dit « À raison de 600 euros par mois pendant 45 ans, à un taux d'intérêt réaliste de 2,5% si je ne veux pas tout paumer en bourse, j'obtiens une rente viagère à mes 65 ans jusqu'à ma mort d'environ 2 000 euros par mois. Donc, c'est pas pire, pas mieux que la retraite par répartition. C'est juste qu'il n'y a plus aucune solidarité avec personne et plus de mutualisation du régime de retraite, donc plus de sécurité sociale. » Donc là, il nous confond tout, Thierry. S'il n'y a plus de retraite, il n'y a plus de sécu, il met tout dans le même panier. Et c'est là où, voilà, quand je dis vaincre le gauchisme mental, il nous dit c'est pas mieux, c'est pas moins bien, mais il n'y a plus de solidarité. Est-ce que la vraie solidarité, c'est pas juste d'éduquer les gens pour que chacun ait la souveraineté et le choix de se dire est-ce que je veux prendre ma vie en main? Est-ce que je veux le faire pour moi? Est-ce que je veux prendre mes responsabilités et d'avoir toutes les cartes en main? Parce que si la solidarité, ça doit se résumer à dire il y en a qui vont se bouger le cul et on va les taper pour payer ceux qui ont décidé de rien faire, c'est plus de la solidarité, là, c'est trop facile. Donc, il y a plein de choses qui ne vont pas dans ton message. C'est déjà taux d'intérêt réaliste de 2,5% si je ne veux pas tout paumer en bourse. 2,5%, c'est le taux du livret A. Et à ce rythme-là, tu ne bats même pas à l'inflation. Tu protèges à la rigueur juste la valeur de ton capital pour qu'il traverse le temps en préservant ce qu'on appelle ton pouvoir d'achat, quelque part. Donc, non, ça peut pas fonctionner, 2,5%. Il faut viser bien plus que ça. Et encore une fois, vision exagérée du risque, 2,5% si je ne veux pas tout paumer en bourse, puisque dans la vision des gens, ils voient la bourse finalement comme le loto, comme un casino où on peut tout perdre, où on va vraiment jouer en bourse et pas comme de l'investissement. Donc, je disais à ce rythme-là, tu protèges tout juste ton capital et tu ne bats pas l'inflation. Et je me suis amusé à le recalculer à 2,5%. Au bout de 45 ans, ça fait un capital d'à peine 600 000 euros. Donc, tu as investi 300, tu as 600, tu as doublé ton capital en 45 ans. Donc, autant dire que c'est vraiment nul. Et ta rente, c'est seulement un SMIC. C'est seulement 1 200 euros à ce moment-là. Mais ceci dit, c'est toujours mieux que la retraite de l'État français. Parce que si tu as cotisé 600 euros par mois, tu n'auras pas 2 000 euros par mois, mon petit Thierry. Donc là, tu te plantes. Donc même en étant complètement nul, avec des rendements complètement éclatés, tu fais quand même mieux que la retraite par répartition. On a un commentaire d'Alexandre. Alexandre qui dit « À tous ceux qui ne pipent rien en bourse, prenez le graphe du CAC 40 sur 45 ans, c'est haussier. La bourse est faite pour monter. Donc oui, la retraite par répartition est l'enfilade du siècle. » Et à ça, justement, il y avait un commentaire en dessous qui disait « Et ça va continuer à monter jusqu'où? Le CAC 40 va péter les 15 000 points. Vu l'état de notre pays,
faut arrêter les fairy tales, donc les contes de fées. Et ça, c'est un biais bien français, pour le coup, puisque notre indice CAC 40, c'est un indice qui est sans les dividendes réinvestis. Si on veut avoir Donc c'est pour ça que dès que le CAC 40 monte à 6000 points, tout le monde flippe, il se casse la figure, et qu'on a l'impression que la bourse, c'est un jeu et qu'elle ne produit pas de valeur parce qu'on ne voit pas justement cette capitalisation. Si on veut l'avoir, il faut le CAC 40 réinvesti, donc le Growth Return, le CAC GR, et là, il y a les dividendes dedans. Et là, on voit que le graphe fait une exponentielle sur le long terme. C'est pour ça que les Américains ont cette vision-là, voient que la bourse produit de la richesse, puisque l'indice SP500, il est présenté dividendes réinvestis. Et donc, on voit la création de valeur au fil du temps, qu'on ne voit pas sur le CAC 40, justement. Et c'est ce qui fait aussi penser aux Français que la bourse, c'est un jeu à somme nulle, en fait. Il y a des gens qui gagnent, il y a des gens qui perdent. Ceux qui s'enrichissent en bourse, c'est au détriment de ceux qui en perdent. Et ça, c'est peut-être la pire erreur qu'on peut faire. La bourse n'est pas un jeu à somme nulle. La bourse produit de l'argent. Les entreprises produisent de l'argent. Les entreprises créent de la valeur. Elle est versée en dividendes, cette valeur, aux actionnaires. Et donc, c'est pour ça qu'en bourse, sur le long terme, c'est pas juste du gambling, c'est pas juste un pari, c'est pas juste un jeu. On va avoir des dividendes qui seront versés. Donc nous, sur nos méthodes d'ETF, on va les réinvestir pour justement faire une belle exponentielle, une belle boule de neige. Mais la bourse, c'est pas un jeu à somme nulle. C'est pas un jeu où il n'y a aucune richesse de produite, où on parie sur une entreprise et si on l'a acheté pas cher et qu'on la revend au top, on l'a revendu à quelqu'un qui l'a acheté, qui s'est fait arnaquer. C'est pas du tout ça. Et c'est ce qui diffère la bourse d'un casino, justement. Et donc, quand la personne commente et dire est-ce que le CAC 40 va péter les 15 000 points, pas sur la façon dont il est présenté. Pour nous, en France, bien sûr que non, il ne les pètera pas. Ou peut-être un jour, puisque c'est juste la valeur des entreprises et ce n'est pas avec le dividende réinvesti. C'est pour ça que ça crée cette dissonance cognitive en France, parce qu'on présente les indices sans les dividendes réinvestis. Mais par contre, oui, le SP500, vu que les dividendes sont réinvestis, il va continuer de monter, il sera haussier. Et dire que la bourse est un jeu à somme nulle, c'est ignorer cette production de richesse. Et c'est cette production de richesse qui fait que les entreprises peuvent payer aussi des impôts pour le système et que les gens peuvent être rémunérés et vivre. C'est parce que les entreprises créent de la richesse. On va prendre le 5e commentaire de Jérôme. Jérôme qui nous dit « En fait, c'est mathématique. Il suffit de prendre une somme de 600 € fois 12 fois par an et d'ajouter 3% pour être très conservateur et de faire le total sur 40 ans et vous serez très impressionné du montant. La capitalisation est un système très performant. » Donc Jérôme, le raisonnement est bon, mais voilà, on peut faire bien mieux en rendement. 3% pour être très conservateur, c'est vraiment rien du tout. La bourse, les actions peuvent nous amener bien plus que ça, même l'immobilier peut amener bien plus que ça. Et je voulais juste revenir sur ce commentaire pour dire que le but, le premier but, avant même de gagner de l'argent, c'est de préserver notre capital et ça va être de battre l'inflation sur le long terme. Et c'est là où les Français, on le disait, ils épargnent moins de 200 €, ils mettent leur argent sur des livrets et donc ils se font défoncer par l'inflation. Non seulement ils n'investissent pas, mais en plus, les petites noisettes qu'ils mettent de castor, mais d'écureuil dans le tronc d'arbre, elles se font manger par l'inflation. Donc il faut aller viser des rendements plus hauts que ça. Et oui, pour ça, il va falloir prendre du risque, mais sur une période longue, le risque est extrêmement lissé. On a un 6e commentaire de Michael. Sans rentrer dans les détails techniques, mais je trouve cela mieux que ceux qui travaillent payent les retraites de ceux qui ont travaillé avant. C'est plus sûr que d'hypothétiques investissements qui peuvent s'effondrer ou ne rien rapporter. Le problème, ce n'est pas les cotisations retraite, mais la valorisation du travail. En effet, tous les prix ont augmenté pour améliorer les dividendes, la vie est plus chère mais les salaires n'ont pas suivi, et forcément cela se retranscrit sur les retraites. Il faut revaloriser le travail à hauteur des augmentations pour retrouver un bon équilibre. Et qui payera les retraites ? Par principe, c'est les cotisations des travailleurs d'aujourd'hui qui doivent servir à payer les pensions des retraités d'aujourd'hui. On ne cotise pas pour sa retraite, mais pour celle de ses parents. Alors, je ne suis pas économiste, mais à mon avis, Michael, tu ne l'es pas non plus. Donc, ce n'est pas les prix qui augmentent pour améliorer les dividendes. Quand je dis vaincre le gauchisme mental et que toute ma vie, j'aurais combattu le communisme, on n'est pas dans l'économie, on est dans l'idéologie pour ces gens-là. C'est encore le méchant riche, la méchante entreprise
contre le gentil pauvre. Et donc, ce n'est pas les prix qui augmentent pour améliorer les dividendes. Ce qui fait augmenter les prix, c'est l'inflation. Alors, bien entendu, au final, s'il y a de l'inflation, les prix vont augmenter, les entreprises vont les collecter, et oui, ça sera répercuté sur les dividendes et sur les investisseurs, sur les actionnaires. C'est pour ça qu'il faut être actionnaire, et c'est pour ça qu'il faut acheter de la bourse. Mais ce qui fait augmenter les prix, c'est l'inflation, et le plus souvent, l'inflation, elle est causée par l'impression monétaire. Et pourquoi les banques centrales impriment de l'argent et créent de l'argent? Ça sert à dévaluer l'euro pour alléger le poids de notre dette. Et donc, c'est cet excès de masse monétaire qui crée l'inflation. C'est pour ça que Bitcoin est aussi intéressant, parce qu'il n'y en a que 21 millions et parce qu'il est déflationniste par essence. Donc, il ne faut pas se tromper d'ennemi, là. C'est parce que les États sont surendettés qu'ils font tourner la planche à billets à bloc pour que le poids de leur dette soit bien moins important et de le rembourser avec du papier, de la monnaie de singe. Donc, voilà un petit peu l'idée. Là, je pense que tu te trompes de vision. Par contre, je te rejoins sur la valorisation du travail, mon petit Michael. Si les salaires n'ont pas suivi, c'est pour moi la principale raison, c'est à cause des charges colossales qui représentent plus de la moitié de ce que le salarié touche. Donc aujourd'hui, quand tu touches 1000 balles, ton patron a payé 1000 euros entre les charges sociales et les charges patronales. On met le mot charge patronale, encore une fois, pour créer de la discorde et dire « Oh oui, c'est pas moi qui les paye, c'est le patron ». Non, non, c'est grâce à ton travail. C'est toi qui as produit cette richesse et elle part pour l'État. Donc, voilà, sur 1000 balles que tu touches, il y a 1000 balles qui partent à l'État. Et tu vois, moi aujourd'hui, pour bien que tu le comprennes, j'ai pas de salarié dans ma boîte, donc tout reste dans ma société. Si demain je prends un salarié et que je le paye 1000 euros, ça va me coûter 2000. 1000 pour l'État, 1000 pour le salarié. Mais ce n'est pas moi qui les paye, c'est sur la richesse qu'aura produit le salarié. Il faut bien avoir cette vue de l'esprit-là, puisque aujourd'hui, si je n'ai pas de salarié, je ne les paye pas. Et si j'ai un salarié, je les paye. Donc au final, c'est le salarié qui les paye. Puisque si je ne l'ai pas, je ne les paye pas. Je continue longtemps ou pas? Donc voilà, et donc si les salaires n'ont pas suivi, c'est à cause des charges colossales qui représentent la moitié de ce que touche le salarié. Et la dernière chose qui me choque dans ton message, c'est que tu es en train d'hypothéquer les générations futures avec ce que tu écris. Et ça, c'est moche. Tu te rends compte que tu trouves logique que ce soit ceux qui sont les générations à venir qui doivent payer pour ceux qui sont là. Donc ça veut dire que tu fais des enfants pour qu'ils payent pour toi. Ça veut dire que tu es en train d'imposer quelque chose à des gens qui ne sont pas encore nés ou qui n'ont pas encore commencé à travailler. C'est horrible. C'est horrible. C'est à nous de prendre soin des générations futures. C'est à nous de prendre soin de nos enfants, de payer pour eux. C'est pas à eux de payer pour nous. Alors bien entendu, dans la sphère familiale, dans notre famille proche, on doit être là pour nos enfants, bien entendu, mais aussi pour nos parents, pour nos grands-parents, pour nos anciens. Mais cette mentalité justement collectiviste, elle a tellement détruit la famille en disant ne vous occupez plus de personne, l'État s'en occupera, que on peut laisser tomber nos vieux. On l'a vu pendant la canicule, ça commence déjà à remonter. Mais non, la moralité, c'est de s'occuper de ses proches, de sa famille. Mais par contre, pas de créer une charge pour les générations futures en leur disant voilà, on a tout bouffé, nous, et maintenant c'est à vous de payer pour nous, de payer ma croisière Costa que je veux faire parce que j'ai pas mis d'argent de côté ou parce que j'ai cru à un système qui allait s'effondrer. Pour moi, c'est horrible. Et on va peut-être pas parler de moralité non plus, mais c'est quelque chose que j'ai du mal à concevoir, qu'on puisse dire aux générations futures vous payerez pour nous. Pour moi, c'est comme de vivre à crédit, en fait. C'est comme de vivre au-dessus de ses moyens. C'est brûler la chandelle par les deux bouts. Et la richesse, elle est faite pour ruisseler vers le bas, pas pour remonter vers le haut. Quand on a créé quelque chose, on va le faire ruisseler sur ses enfants qui vont en hériter, qui le feront eux-mêmes hériter à leurs propres enfants. La richesse, c'est pas fait pour remonter. C'est pas possible, quoi. Et ça, pour moi, c'est le résultat direct de la destruction de la famille. Et là, on peut en parler vite fait, mais je ne sais pas si vous avez vu ces derniers temps les auditions qu'il y a en ce moment du tribunal de l'Inquisition. Là, pour ceux qui ont lu Harry Potter, quand il y a le professeur Dolores Ombrage, là, je ne sais plus, je crois que c'est dans le 5, c'est vieux maintenant, hein, mais où il y a le tribunal de l'Inquisition à Poudlard, et donc les gens sont reçus et doivent s'expliquer, en fait, sur tout. Et là, on en est là. À l'Assemblée nationale, on a reçu quand même Adé Laurent, pour parler de TikTok et de l'influence de TikTok sur les jeunes, avec un acteur porno. Sérieux.
Alors bon, j'ai rien contre Adé Laurent et ça a l'air d'être un bon gars et voilà, il peut me faire aussi marrer. Euh, il y a eu Alexis Chance aussi qui a été reçu et l'excellent Nasdaq. Alors Nasdaq, c'est pas du tout ma génération, mais de ce que j'ai compris, il fait une sorte de télé-réalité sur Snapchat et ça vole vraiment pas haut. Mais je veux dire, personne nous paye ou nous force à écouter Adé Laurent ou Nasdaq. Et il leur reprochait que des gamins de 13 ans regardaient les lives d'Adé Laurent, où c'est pas des lives, il n'y a rien de pornographique dans ces lives, hein. Mais ils pourraient le découvrir par ce biais et reprochait à Nasdaq qu'il y avait des jeunes qui venaient chez lui. Alors là, c'est encore un peu différent, parce que j'ai l'impression qu'il distribue de l'argent, et donc forcément, ça attire plein de gogos. Je ne parle pas de la moralité de ce qu'ils font, mais à aucun moment dans ces auditions, il parlait de la responsabilité des parents. Et ça m'a fait halluciner. Et à un moment, c'est même Adé Laurent, on ne parle pas, j'ai vu un peu des extraits sur YouTube, mais c'est Nasdaq à un moment qui le dit, qui dit en fait, à quel moment on va incriminer les parents? Quand j'ai des gamins de 13 ans qui viennent devant chez moi pour que je leur distribue de l'argent, il dit des fois, je prends le téléphone, je demande le numéro des parents, et les parents disent oui, il a fugué, il a fait 400 bornes pour venir vous voir, gardez-le. Et je me dis, c'est fou parce que pour toute cette commission, c'est un tribunal communiste, hein, c'est gauchiste à mort, hein, là, ils doivent, Adé Laurent, de même s'excuser de gagner de l'argent, enfin, c'est lunaire, quoi. Ils s'immiscent dans le business des gens. C'est ouf, hein, alors qu'Adé Laurent, il n'est pas payé par de l'argent public. Mais par contre, tous ces gens de cette commission communiste sont payés par notre argent. Et au lieu de s'occuper de véritables problèmes qu'on a, on en est à auditionner des acteurs porno pour leur demander comment on doit éduquer les gamins. Mais c'est hallucinant, quoi. Enfin bref, je suis en train de m'énerver, mais c'est dingue. Et pour ces gens-là, donc de cette commission, à aucun moment, on ne remet en cause la responsabilité des parents. C'est ouf. Et Nasdaq le dit à un moment, oui, ben les parents ils disent oui, mais enfin bon, vous distribuez quand même l'argent, vous faites ci, vous faites ça, vous savez que vous êtes suivi par des jeunes, vous avez une responsabilité. Non, 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 si ton gosse à 13 ans, il regarde Nasdaq sur Snapchat et il s'abrutit là-devant, c'est à toi de lui prendre le téléphone, de lui confisquer, de lui virer Snapchat. Déjà à 13 ans, je crois que c'est juste, remarque, c'est juste l'âge où tu dois avoir possibilité d'avoir Snapchat. Mais ou si ton gosse, il est le soir sur des lives d'Adé Laurent, c'est à toi d'être là pour ton enfant et de dire que ça n'a rien à faire là, que c'est pas de son âge, et même de discuter. Si jamais ça arrive, ou même si tu le prenais sur une vidéo porno, d'en discuter et de lui expliquer que c'est pas la vraie vie, d'avoir une discussion avec son enfant pour ce genre de truc. Mais ça m'a fait halluciner, en tout cas, à aucun moment on remonte la responsabilité des parents. Et pour rebondir sur le message de Michael, pour moi, c'est parce qu'on a complètement détruit la famille, on a déresponsabilisé la famille, on l'a détruite, la cellule familiale est explosée. Et on dit, bah, c'est l'État nourricier, là. J'ai des vannes qui viennent. Mais voilà. Non, je ne vais pas les faire. Mais en tout cas, c'est l'État nourricier qui est là pour tout, pour te biberonner, là, te l'enfoncer le biberon dans la bouche en disant voilà un RSA, voilà de la CAF, voilà des allocations chômage, voilà ta retraite. Et tu n'as plus à prendre soin de personne autour de toi parce que l'État prend soin de toi. Et au final, bah, ça crée des parents qui s'occupent même plus de leurs gosses. Et on va reprocher à des acteurs porno que des gamins regardent leurs vidéos. Ça m'a paru tellement lunaire. Ça sort peut-être un peu du sujet, mais pour moi, ça va avec ça. Et on en arrive à dire, bah voilà, ces mêmes gamins de 13 ans, là, on va dire, bah voilà, tu payeras pour moi plus tard, parce que j'ai cramé toute l'oseille. Voilà. Donc tu vas payer pour moi. C'est odieux. Ça me tient à cœur, hein, vous l'avez vu. Message de Thomas. Les 600 €, c'est pour payer les pensions des retraités actuels. Pour capitaliser, il faut économiser 600 € de plus chaque mois. Ce n'est pas à la portée de tout le monde, même d'une toute petite minorité en France. 600 € par mois de cotisation retraite. Si tu rajoutes la même somme pour un loyer, 70 € pour l'eau, 120 € pour l'électricité, 400 € pour la bouffe, 130 € d'assurance voiture, 160 € d'assurance, l'assurance maison de 40 €, la mutuelle 90, Internet 40, le gaz 50, ça fait 2300 €. J'ai un salaire de 1500 €, je fais comment? Mort de rire, c'est n'importe quoi ces chiffres. Et donc c'est là où, pour le message de Cédric O'Neill, je pense qu'il ne disait pas de mettre 600 € par mois de côté en plus, mais que si ces 600 € étaient rendus aux salariés, ils pourraient le faire eux-mêmes.
Parce qu'il faut bien que tu comprennes que ces 600 euros, Thomas, tu les payes déjà dans tes cotisations sociales. Tu les payes pour ta retraite. Et justement, quand je parle de libérer le travail, c'est que, je prenais mon exemple, là, si j'ai un salarié, je lui donne 1 000 euros, je donne 1 000 euros à l'État, c'est de lui filer 2 000 balles, quoi. Libérer le travail, ou peut-être une petite part, j'en sais rien, moi. Je suis en train de tomber dans le gauchisme mental. S'il y avait 10% d'impôts, le salarié file 200 balles et il a 1 800 euros pour lui. Et libérer le travail, c'est ça, c'est te rendre la valeur de tout ce que tu as produit sans te voler. Parce que, je vais parler sincèrement, mais entre 10 et peut-être 15% d'impôts, comme la première tranche d'IS sur une entreprise, je peux comprendre pour faire fonctionner les services de l'État, les routes, la police, la justice. Bien sûr qu'il y a besoin d'argent quand même pour faire fonctionner tout ça, si c'était bien géré en tout cas. Mais là, quand tu vois qu'à la fin, un salarié, il arrive à 70%, une fois qu'il a payé sa taxe foncière, sa taxe d'habitation, la TVA sur tout ce qu'il dépense, qu'il a payé ses charges patronales, ses charges salariales, il lui reste 30% de la richesse qu'il a produite. Donc entre 10, 15% et 70%, c'est là où il y a du vol. Et j'y reviendrai dans un autre commentaire tout à l'heure, mais effectivement, oui, c'est pas à la portée de tout le monde. Effectivement, là où Thomas a raison, c'est que c'est à la portée peut-être que d'une petite minorité, en tout cas dans l'état actuel des choses. Commentaire de Philippe. Il est stupide d'opposer la répartition à la capitalisation, il n'y a pas de solution miracle, le mieux est une combinaison des deux systèmes, la répartition offre la sécurité du versement d'une retraite minimale, la capitalisation peut permettre de l'augmenter si on s'en donne les moyens. Et donc là, moi, je vois un peu dans ce ventre mou entre les deux, je vois quand même un peu de gauchisme mental. Parce que voilà, pour notre petit filou là, notre petit Philippe, ça lui empêche ce gauchisme mental lui empêche de lâcher le doudou de la ponction des autres. Il est d'accord pour en faire une partie lui, si quand même il y a une partie qui a été collectivisée par tout le monde. Donc pour moi, il faut tirer le sparadrap un moment et il faut que chacun prenne soin de lui. Et bien entendu, par contre, quand même, dans une société civilisée comme on est, il doit y avoir un système de solidarité pour les plus faibles, pour les gens qui sont en situation de handicap, pour les gens qui sont vraiment qui ne peuvent plus rien faire, qui ne peuvent plus travailler. Bien sûr qu'il doit y avoir quelque chose. Mais par contre, si tu as eu 2 bras, 2 jambes, que tu es en bonne santé, que tu as pu travailler toute ta vie, tu dois pouvoir prendre soin de toi et préparer ta propre retraite. Pour moi, la solidarité, elle devrait se limiter à ça. Encore une fois, le problème d'un système généreux comme celui de la France, c'est le côté perverti, parce qu'il y a des gens qui vont utiliser ce système pour le détourner et pour en profiter et pour ne rien faire. Mais pour éviter ça, et je pense qu'il faut aussi un peu tirer fort le sparadrap. Commentaire de Victor. Autant j'adhère au principe de la retraite par capitalisation, autant le 10% par an pendant 45 ans n'est pas garanti, et à 6%, on est bien loin des 5 millions d'euros. 600 euros par mois pendant 45 ans à un rendement de 6 à 10% par an, ça donne un capital compris entre 1,5 et 5 millions. Ceci dit, c'est toujours mieux que ce que propose l'État actuellement. Donc oui, Victor, effectivement, on en est bien loin. Si on tombe à 6%, on ne fait pas 2 fois moins, on fait presque 3 fois moins. Mais c'est déjà magnifique. J'ai revérifié les calculs. Et à 6%, on transforme 300 000 euros en 1,5 million. Et si on applique la règle des 4% de l'indépendance financière, 1,5 million, ça fait une rente de 5 000 euros par mois, avec la règle des 4%. Brut, il faut enlever les impôts. Qui aujourd'hui a une retraite, à part nos députés, à 5 000 euros par mois ? C'est beaucoup, il faut avoir cotisé énormément, il faut avoir eu un très très bon métier. Et surtout pour avoir investi au final 600 euros par mois pendant 45 ans, ça fait 324 000 euros. Donc ça donne tout de même 1 x 5 sur le capital, c'est énorme. Donc même à 6%, c'est déjà bien mieux que ce que propose la retraite actuelle française. On va prendre un prochain commentaire de Pierre. Pierre, c'est très court. Ah, il a un bon plan à 10% garanti sur 45 ans, le monsieur. Et ça, voilà encore une fois de l'ignorance. Et je peux comprendre quand on est complètement extérieur à ce monde. Même moi, quand j'ai compris qu'on pouvait avoir un rendement entre 9 et 10%, je me disais, mais où est-ce que les gens le trouvent ? Parce que, oui, garanti, non, ça ne sera pas garanti. On se base sur les performances passées. Et encore une fois, en bourse, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Mais par contre, on peut quand même regarder dans le rétroviseur pour se dire, si ça a fonctionné comme ça pendant
des années, pourquoi ça continuerait pas? Et croire un peu en l'avenir et croire en la bourse, croire en les entreprises, c'est croire en l'être humain, c'est croire en ce que le meilleur de l'être humain peut produire. Pour moi, quand on achète le S&P 500, aux États-Unis, on achète les 500 plus grandes entreprises américaines, mais aussi tous les gens qui travaillent à l'intérieur de ces entreprises pour produire de la richesse. Et au final, on mise sur l'humain, sur ce que le meilleur de l'humain peut produire quand il s'unit pour créer de la valeur. Donc s'il ne sait pas comment capter cette valeur, Pierre, il peut le faire avec les ETF. Et bien entendu, bien sûr, c'est, comment dirais-je, chaque année, la bourse, elle ne va pas nous donner du 9-10% chaque année. Il y a des années où elle va donner 5%, des années où elle va donner 30%, des années où elle va donner moins 10% avec une chute monumentale de 40%. Et ça, c'est impossible à prévoir, mais sur une période aussi longue, sur 45 ans, on tend vraiment vers ce rendement moyen de 9-10%. La vraie chose, par contre, sur laquelle tu peux te poser une question, Pierre, c'est pas sur le rendement pour moi, c'est plutôt sur le 45 ans. Qui est capable d'être aussi discipliné sur une aussi longue période, sur 45 ans? Et c'est là vraiment où il va falloir travailler et comprendre que c'est un investissement sur le long terme. Et c'est là aussi où il va falloir bosser. J'ai derrière moi un des livres que j'aime bien qui s'appelle The Behavior Gap. C'est l'écart du comportement. Et ce livre, il part du principe en disant que la bourse donne du 10% annuel depuis 150 ans, lissé bien entendu, mais par contre, les épargnants font, pour quelques-uns, gagnent de l'argent et pour la plupart perdent en bourse. Pourquoi? C'est à cause de leur comportement. C'est l'écart du comportement entre le résultat attendu et ce que j'ai, c'est le comportement que j'ai entre les deux. Et c'est parce que pendant 45 ans, j'ai arrêté 3 ans d'investir au milieu, c'est parce qu'à un moment j'ai eu peur, j'ai perdu de l'argent, j'ai vendu, j'ai encaissé une perte. C'est tout ça qui fait qu'on n'aura pas ce rendement-là. Mais du moment qu'on est discipliné comme un robot, qu'on investit en ETF tous les mois sans se poser de questions, et aujourd'hui on a plein de façons de l'automatiser, c'est comme ça qu'on obtient ces rendements sur le long terme. On a un message de Fabien, un commentaire de Fabien. On sait que la bourse se ramasse de temps en temps en laissant nombre de retraités sur le carreau aux États-Unis. Et pour moi, là, c'est une mauvaise perception du risque. C'est comme pour le loto. Au loto, on a l'impression que c'est pas risqué parce que si on perd 2 euros. Mais en fait, le risque, la chance de gagner, elle est minime. 1 sur 139 millions, on a 4 fois plus de chances de se faire frapper par la foudre. Donc, non, la bourse est bien moins risquée que le loto. On a bien plus de chances de gagner en bourse sur le long terme que de gagner au loto. Et sur un horizon d'investissement de 10 ans ou même 7 ans, on a 100% de chances de gagner de l'argent en bourse. Et alors, bien sûr, ce n'est pas 139 millions d'un coup comme le loto. Mais par contre, sur 45 ans, c'est 4 à 6 millions, qui est vraiment life-changing pour le coup. Mais c'est long, et donc les gens n'ont pas envie parce que c'est chiant. Et dans l'article du début, on avait vu que 71% des non-investisseurs ne comprennent pas le fonctionnement des placements. 79% des Français pensent que le loto est moins risqué que la bourse. Donc il n'y a que un Français sur 5 qui a compris que le loto est plus risqué que la bourse. Et au final, on aime bien se faire peur. On aime bien se faire peur en se disant que la bourse elle va se casser la figure, qu'on aurait pu perdre tout notre argent. Et ça, ça nous rassure et ça nous permet de justifier le fait de ne rien faire à côté et de se faire rêver avec les sommes immenses qu'on aurait pu avoir en jouant juste 2 euros, de se faire ce petit frisson-là. Et on passe à côté de quelque chose de réel, qu'on peut vraiment expérimenter, une vraie richesse durable, même si ce n'est pas des dizaines ou des centaines de millions. Mais croyez-moi, quand vous avez quelques millions d'euros dans votre vie, vous êtes vraiment riche, vraiment. On a un commentaire de Sophie, le 12e commentaire, j'en ai pris 15, on arrive au 12e. Mon Dieu, il y en a qui oublient que quand certains gagnent à la bourse, d'autres perdent. Au moment de la crise des subprimes, beaucoup d'Américains se sont retrouvés en slip, littéralement. Je ne les ai pas vus littéralement en slip, mais oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont dû forcément perdre de l'argent. Si tu arrives à 65 ans et que tu es full action et qu'on revient 7 ans en arrière, si tu investis depuis 45 ans, tu es toujours gagnant. Mais voilà, si tu as pris la bourse pour un loto, voilà, c'est comme ça que tu te casses la figure. Et on le voit pour le commentaire de Sophie, la bourse, c'est très opaque pour elle.
un petit peu comme ce qu'on a vu pour le loto. Et je le disais tout à l'heure, la bourse, c'est pas un jeu à somme nulle. La bourse, elle produit des dividendes. Donc, dire que quand certains gagnent en bourse, d'autres perdent, c'est comme si c'était un jeu à somme nulle. J'ai mis 100 euros, je les ai perdus, c'est quelqu'un qui les a gagnés. Non, non, pour les gens qui investissent sur le long terme et qui ne prennent pas la bourse pour un casino ou qui ne prennent pas la bourse comme le loto, ils vont gagner de l'argent grâce aux dividendes. Donc, non, il ne faut pas prendre la bourse pour un casino. La bourse, c'est un investissement au même titre qu'on fait un investissement dans l'immobilier. Ce n'est pas de la spéculation. La façon, en tout cas, dont je propose de le faire sur Bourse Exponentielle, par exemple, c'est de l'investissement, pour de vrai. Commentaire de Patrick. Oui, mais si on refait le calcul pour un salarié qui gagne le SMIC en revenu mensuel, demande-lui s'il a la possibilité de suivre la cadence de ce capitalisme indécent. Et oui, et c'est là où c'est triste aussi, c'est que les salaires en France sont grotesques, on peut le dire. SCH le disait, se lever pour 1002 c'est insultant, et il a même rajouté pour 1003 aussi. Et effectivement, je me demande même, c'est très très dur de vivre avec le SMIC, c'est fou. Et les salaires n'augmentent pas. On va dire que c'est à cause du capitalisme indécent, sauf que les Français ont l'impression de vivre dans un enfer néolibéral en France, mais ce n'est pas du tout le cas. Avec 70% de taxes sur les salariés, c'est un enfer communiste, et c'est à cause du communisme qu'on en est là, hein, que les salaires n'augmentent pas. Il n'y a qu'à voir dans un horrible pays capitaliste comme les États-Unis. Je ne dis pas que le capitalisme, c'est le meilleur système au monde, mais pour l'instant, il n'a pas fait 100 millions de morts encore, comme a fait le communisme. J'aime bien les petites punchlines. Oh, ça va. Je ne dis pas que les États-Unis, c'est le meilleur pays du monde et que c'est le meilleur modèle du monde et qu'il n'y a pas d'inégalité là-bas. En France, on l'a bien compris, hein, liberté avec les commissions, liberté, égalité, fraternité, avec les commissions d'inquisition où on reçoit des acteurs porno pour nous aider à éduquer nos enfants. C'est inouï. On a bien compris que la liberté, on ne l'avait plus. L'égalité, on l'a bien compris. On va prendre à tout le monde pour tous nous niveler vers le bas. Ça, on l'a bien compris. Donc, je ne dis pas que les États-Unis, c'est un pays parfait et qu'il n'y a pas d'inégalité. En attendant, le salaire le plus bas, c'est peut-être 3 ou 4 000 euros, comme en Suisse. En Suisse, le SMIC doit être à 3 500 balles, quelque chose comme ça. C'est un horrible pays capitaliste. D'ailleurs, on le voit, les Suisses ont l'air d'énormément souffrir. J'arrive vers la fin du podcast, je suis taquin. Mais donc voilà, le capitalisme indécent. Réveille-toi, Patrick. Réveille-toi, tu ne vis pas du tout dans un capitalisme indécent. Réveille-toi. Et donc oui, selon le dernier baromètre de l'AMF, la moitié des Français met moins de 200 euros de côté par mois. Tu m'étonnes quand tu prends 1002. Comment veux-tu ? Et seulement un Français sur 3 investit. Oui, quand tu sacrifies 40 heures de ton temps chaque semaine et qu'en plus souvent tu dois prendre ta bagnole, payer ton essence, payer les réparations de la Mégane pour 1200 euros, je comprends que tu aies peur de mettre ton argent en bourse parce que tu dis si je le perds, c'est horrible, et que tu préfères faire tourner la Française des Jeux où tu te dis je peux peut-être me payer un ticket de sortie de ça pour 2 euros. Je le comprends. Je le comprends qu'il y a ce manque de moyens financiers, mais une fois qu'on a dit ça, c'est un son de cloche et c'est fataliste, mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait en fait ? On abandonne, on arrête, on laisse tomber. Et je pense qu'on peut quand même avancer. Et dans les séminaires, je vois des dizaines d'investisseurs qui sont partis de rien, qui font des revenus complémentaires en investissant ou en créant un side business. J'ai tenu une entreprise de travaux publics pendant 12 ans. J'ai vu des salariés qui sont entrés dans ma boîte au SMIC à l'époque. Alors, on avait les paniers, les déplacements. J'ai jamais payé quelqu'un vraiment au SMIC. Même il y a 10 ans, les plus petits salaires chez moi, c'était autour de 1 450 euros dans ma boîte. Et j'ai vu des gens monter les échelons et rapidement arriver à gagner 2002, 2003, 2500 euros, avoir gardé leurs habitudes financières du début et mettre de côté beaucoup et pouvoir partir en voyage, avoir des belles maisons et bien avancer et préparer leur retraite. Donc on peut le faire. Et bien sûr que ça va demander une gestion rigoureuse des finances, ça va demander de gagner plus, de se former dans son travail pour peut-être changer de travail. Ça va demander de pratiquer la gratification différée, de ne pas dépenser tout son argent, pour se dire je veux pas me focaliser sur la perte d'aujourd'hui de mettre 200 euros de côté, mais je me focalise sur le gain de demain, que ces 200 euros, ce sera beaucoup d'argent.
Voilà, mais oui, je rejoins notre ami Patrick. Ben, ça demande de prendre des risques et c'est pas pour tout le monde. Voilà, tout le monde pourra pas le faire. Ça sera et c'est comme ça. Et c'est là où le mot égalité, ben, on a l'égalité. En tout cas, bien sûr qu'on n'être pas tous dans la même famille. Et la France doit être là pour permettre l'égalité des chances au départ, c'est-à-dire une bonne éducation pour tout le monde dans l'école publique. C'est l'égalité des chances. Mais après, quand tu as 50 ans et tu n'as rien fait, l'égalité, elle a bon dos quand même. Si tu t'es laissé aller, c'est pas aux autres de payer pour toi. Message de Christophe. Pour la majorité des personnes, qui peut mettre 600 € de côté par mois? Même mis de côté, j'ai pensé à ma retraite, j'ai mis 4000 € dans un PER, un plan d'épargne retraite, et je viens d'apprendre que ces fonds ne seront débloquables que lorsque je serai à la retraite ou si j'accède à un plan immobilier. Ah, Christophe, il t'a mal conseillé ton CGP là, c'est étonnant pour un CGP. De 300 € d'impôts, je passe à 1115 à cause de ce compte qui me taxe pour éviter de payer trop d'impôts. Donc pour éviter de payer trop d'impôts, t'en payes plus. Ça me fait penser à chaque fois ce genre de truc. Ça va pas nous rajeunir ça, mais au Jésus des inconnus, c'est vraiment très vieux, j'étais enfant. Et il disait, pour sauver sa peau, il doit mourir. Et ben c'est un peu ça quoi. Pour payer moins d'impôts, il doit en payer plus. Il faudrait que je mette sur ce PER 4300 € tous les ans pour bénéficier de 800 € de réduction d'impôts. Mais non, vivement que je pète ce PER, j'ai l'impression de m'être fait berner par la banque. Alors, mon petit Chris, ce n'est pas une impression. Tu t'es bien fait berner par la banque. Berner, c'est un mot extrêmement poli. J'en aurais utilisé un autre, mais pas dans Une vie de liberté. Donc, ouais, Christophe, ne faites confiance qu'à vous-même pour vos placements. Formez-vous. Aujourd'hui, sur YouTube, il y a du contenu gratuit dans tous les sens. Si tu as envie de donner 200 € à tonton, puisque le 15 juillet, on fera une promotion. Ne prenez pas la formation bourse tout de suite. On fera moins 25% comme on fait chaque année, le week-end du 12, 13, 14 juillet. Donc la formation sera à moins 25%, autour de 180 €, quelque chose comme ça. Blague à part, hein, je ne veux pas faire une page de pub, mais formez-vous, ou avec des vidéos gratuites, avec ce que vous voulez, mais arrêtez de faire confiance à ces banquiers qui vous arnaquent, qui vous prennent votre oseille et qui vous mentent. Là, c'est fou que tu ne te sois pas rendu compte que pour ton plan épargne retraite, tu ne pouvais pas le craquer avant, que tu n'aies pas compris ces impôts. Et encore, je me demande même quel support ils ont foutu à l'intérieur de ton plan, parce que ça doit être aussi bien rigolo. À mon avis, ça doit être à mourir de rire. Donc voilà, ne fais confiance qu'à toi-même. Et encore une fois, méfiez-vous des CGP démoniaques. Il y en a des biens, comme dirait l'autre, mais voilà, c'est pas... On les trouve pas sous les sabots d'un cheval, comme on dit dans la Loire. Et le dernier commentaire qu'on va prendre de Jean Fernand. Rien qu'à lire les commentaires, il y a beaucoup de travail et de sensibilisation à faire pour l'éducation financière en France. Mais malheureusement, les lobbyistes ont fait en sorte que 95% de la population mondiale reste pauvre en complexifiant tout, alors qu'en soi, rien n'est si compliqué. Eh bien merci Jean Fernand, parce que tu as résumé ma parole. Effectivement, hein, je pense qu'on parlait des CGP, il y a pas mal de lobbyistes en France qui veulent garder ça opaque, complexe, pour que les gens payent des frais. Tu te rends compte, si tu vends une formation bourse exponentielle à moins de 200 balles en promo, tu es formé pour toute ta vie. Voilà, moi, j'ai pris 200 balles une fois et après, c'est fini. Alors qu'un CGP, il va prendre un pourcentage sur tout ton argent, toute ta vie. C'est des sommes qui sont colossales. Et donc, ils ont tout intérêt à ce que tu n'y comprennes rien pour venir en sauveur, pour venir vivre sur ton dos comme un parasite, comme une sangsue, pour pouvoir te pomper une grosse partie de tes gains pendant tout ce temps-là. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec un pote qui fait des voyages pour des multimillionnaires. Et je lui disais, qu'est-ce qu'ils font comme métier? Multimillionnaires en centaines de millions, voire quasiment milliardaires pour certains. Il me dit, ils gèrent l'argent des autres. Et forcément, en gérant l'argent des autres et en prenant un pourcentage sur cet argent, c'est aussi une façon de faire des millions et des milliards, puisque en plus, il y a de la récurrence. Tu prends ce pourcentage chaque année. Donc c'est incroyable et c'est magnifique. Et donc, Jean-Fernand, tu me guides vers la conclusion où voilà, ces commentaires
ils en disent long sur la culture financière des Français. Tous les commentaires sous cette petite publi. Alors plutôt que de mettre juste énervé sous la publi de Guillaume Play, je suis content d'en avoir fait un podcast, au moins ça aura servi à tout le monde. Et pour reparler du tribunal de l'Inquisition, la Dolores Sombrage dans Harry Potter, il n'y a pas qu'Adé Laurent, hein, il n'y a pas que les acteurs porno qui y ont droit. Il y a aussi Bernard Arnault qui a eu droit et pas mal de patrons français qui ont été auditionnés sur l'utilisation des subventions publiques à l'Assemblée nationale. Et je me suis amusé à regarder, mais en 2023, Narbé, notre petit Narbé, il a payé avec LVMH 8,1 milliards d'euros d'impôts en 2023. 8,1 milliards d'euros. Et sur la partie de l'impôt société, sur cette seule partie-là, il a pris une augmentation de 40%. Et en aide publique, il a reçu 200 millions d'euros d'aide publique. Et il a été auditionné là-dessus. Pourquoi il a reçu ça? Est-ce que ce n'est pas de la fraude? Donc il a payé 8 milliards, et sur ces 8,1 milliards, il y a 2,5% qui lui ont été redistribués. Vu qu'on le redistribue à tout le monde, lui aussi, il en a eu un petit peu, de ces subventions, 2,5%. Donc c'est un sketch, hein. Le mec paye 8 milliards, il reçoit 200 millions. C'est comme si toi, tu payais 8 000 euros d'impôts et tu reçois 200 balles. Voilà. Tu as reçu 200 balles de CAF une fois dans l'année. La prime essence, tu vois. Tu as payé 8 000 euros d'impôts cette année, tu as reçu la prime essence et tu es auditionné pour demander pourquoi tu as reçu la prime essence de 200 boules là, qu'ils avaient fait. Et en fait, c'est comme s'il avait abusé de son propre argent. Et ça me fait rire parce que pourquoi les Français ont aussi cette vision des choses? C'est le problème de l'argent magique français. Et à force de redistribuer l'argent gratuitement, j'ai l'impression que les Français, et même ces députés de la commission, ils ne se rendent pas compte que les 200 millions qu'ils lui reprochent d'avoir reçus, c'est lui qui les a payés. Donc, j'ai l'impression que les Français ne savent même pas d'où l'argent tombe. Et les Français oublient que ça vient des entreprises. Et il y a une anecdote que j'ai racontée sur les GI, que je peux vous raconter sur les Gentlemen Investisseurs, que je peux vous raconter ici, où un jour, j'ai eu le cas avec un de mes salariés. Quand j'avais ma boîte de travaux publics, c'était un de mes salariés qui était maçon VRD. Donc, il posait des bordures une fois qu'on avait fini nos lotissements. Et c'était sur un mois de mai, si je ne dis pas d'ânerie, un mois de mai où on avait dû travailler 10 ou 12 jours avec tous les ponts. Et sur les 10 ou 12 jours où on a bossé, il a fait que pleuvoir. Et au final, à la fin du mois, à part avoir posé 100 mètres de bordure, là où on aurait dû en poser quasiment 1000, on fait à peu près 100 mètres par jour, il avait remis un peu de terre végétale dans les espaces verts, mais voilà, je vais visiter son chantier le dernier jour du mois pour faire ma facture. Je me rends compte de là où on en est, de ce qu'on a fait par rapport au mois dernier, et je lui dis, putain, c'est une catastrophe ce mois-ci. J'étais censé facturer quasiment 30 000 balles sur ce chantier, et en fait, j'ai facturé à peine 5 000 euros. Et il me dit, ouais, mais on fera mieux le mois prochain, c'est pas grave. Et là, je lui dis, mais tu te rends pas compte, en fait, c'est que là, on a une boîte de TP, on est au mois le mois. Toi, tu poses des bordures. Moi, je regarde combien de temps on a posé. Je fais la facture, je l'envoie au client. Le client me paye. Avec ça, je te paye. Et là, il m'a regardé avec un regard de désarroi, l'air de dire mais comment tu vas me payer? J'ai l'impression que c'est horrible ce que je vais dire, hein, mais cette personne, pour la première fois de sa vie, il était quand même assez jeune, mais il avait fait le lien entre son travail, tous les mois, ce qu'il faisait, et le fait que je le facturais, que ça produisait de l'argent, et que c'était avec cet argent-là que je nous rémunérais tous, que je payais le vendeur de bordure, le marchand de béton, que je le payais lui, et s'il reste un peu d'argent à la fin du mois, que je me paye, quoi, grosso modo. Et il avait pas vraiment compris. Il me dit, mais de toute façon, c'est bon, tu vas me payer. Je dis, mais bien sûr que j'ai payé parce que je gère pas à la semaine et parce qu'on a encore des sous sur les comptes. Mais il va falloir se bouger parce que ce mois-ci, on facture rien. Et il faisait vraiment pas le lien entre son travail, la cadence qu'il faisait et le fait qu'on facturait vraiment derrière. Comme si c'était de l'argent magique qui tombait du ciel et qu'on rémunérait du temps de présence et pas du temps de présence à travailler. Et voilà, et ça m'avait touché un peu parce que c'est quelqu'un que j'aimais bien, mais je me suis dit même sur quelqu'un que j'aime bien, sur quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui bossait super bien, ce lien-là, ça va vous paraître lunaire, hein, j'ai l'impression qu'il ne l'avait pas fait, qu'il ne comprenait pas que on était payé parce qu'on produisait des choses et qu'on les vendait. Et le message à retenir de ça, c'est que c'est justement ces mêmes entreprises qui, si vous investissez sur elles, si vous y croyez, peuvent vous enrichir sur le long terme. L'argent, il n'est pas magique en France et il vient parce qu'il y a des entreprises, des patrons et bien entendu des salariés qui travaillent tous ensemble pour créer de la richesse. Et c'est comme ça qu'on peut s'enrichir.
Il n'y a pas d'argent magique. Tout ce qui vient des retraites, ça a été pris à des entreprises. Donc le message que je veux faire passer avec ce podcast pour conclure, s'il y a vraiment 3 choses à retenir, parce qu'une fois que je suis sorti de cette méandre de commentaires là, de cette mélasse, et où je me suis dit, là, le travail, il y a tellement à faire. T'as pas fini de faire des podcasts, tonton. Je me suis dit, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est possible. Pour tous ceux qui écouteraient, j'ai beaucoup de gens qui écoutent dans la commune d'une vie de liberté, qui sont passés à l'action, qui ont déjà des revenus passifs, qui ont déjà pris leur indépendance, qui sont déjà rentiers pour certains, qui sont déjà entrepreneurs, qui gagnent beaucoup. Il y en a d'autres qui sont sur le chemin. Pour ceux qui sont sur le chemin, je veux vous dire que c'est possible. Voilà. Quand vous voyez des commentaires comme ça, ne les croyez pas. C'est possible, c'est vraiment possible. C'est possible d'y arriver. Ça ne va pas se faire dans la nuit, ça ne va pas se faire en 1 an, ni en 2. Mais par contre, avec des petites actions régulières menées chaque jour, c'est vraiment possible de changer. C'est vraiment possible de changer son avenir financier. Et c'est vraiment possible de créer de la richesse et d'avoir une belle vie. La deuxième chose, c'est éduquez-vous. Voilà. Éduquez-vous pour augmenter votre culture financière. Il y a Bourse Exponentielle et toutes nos formations qui sont en promo dans 1 mois, si ça vous dit, ou même la formation Marchand de Biens Expert qui est sortie, lien dans la bio. Mais que ce soit en payant une formation, même si en France, on en a parlé, on a cette déformation de croire que tout devrait être gratuit, il n'y a qu'en France qu'on a ça, parce que l'éducation est gratuite. Bien sûr qu'on peut payer pour se former, mais voilà, éduquez-vous, augmentez votre culture financière avec des contenus gratuits, avec des contenus payants, formez-vous. Et ne faites pas confiance brute de pomme à des banquiers, des CGP. C'est des gens qui vont vivre sur votre dos, vous prendre votre argent et vous enlever de la liberté, vous enlever de la souveraineté. Et la troisième chose que je veux vous dire, c'est pas grave si ça prend du temps. C'est pas grave. C'est peut-être le privilège de l'âge, d'avoir aujourd'hui 43 ans, d'être dans ma 44e année. C'est que quand j'avais 20 ans, je voyais des mecs de 45 ans et je me disais, comme ils sont vieux. Et en fait, quand Dieu nous prête vie, et c'est tout ce qu'on nous souhaite, on y arrive à cet âge-là et on se dit, j'en ai rien à foutre, j'ai pas besoin d'être riche. Quand je préfère dépenser maintenant, j'en ai rien à foutre d'être riche à 45 ans. J'ai pas 45 encore, j'ai 43, mais c'est cool d'être riche à 43. Et c'est cool de l'avoir fait avant. Et je pense que même si on attaque tard, c'est cool d'être riche à 50, c'est cool d'être riche à 55, c'est cool d'être riche même à 60 ans si on a commencé sur le tard. Et au final, c'est pas grave, et même 65, c'est pas grave si ça prend du temps. Le tout, c'est de commencer, de faire un petit peu chaque jour, de planter ces graines-là pour pouvoir justement permettre à tout ça d'exister et pour tout ça, éduquez-vous, vraiment, voilà, de votre côté, avec moi, je suis là tous les 15 jours si vous voulez me retrouver, mais voilà, faites-vous ce cadeau. Et on arrive déjà à la conclusion de ce podcast. Merci du fond du cœur d'être resté jusqu'ici. Je vais aller finir d'aménager mes bureaux, je vous souhaite une belle semaine, je vous retrouve ici dans 15 jours et d'ici là, je vous souhaite le meilleur et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.